Radio Sénégal vous informe, il est 13h, le journal. Ousmane Bang. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire, les inondations et la tabaski, deux sujets d'actualité au menu du face-à-face gouvernement-presse ce matin. Dispositions pratiques, réalisations et chantiers en cours. Les ministres concernés interpellés sur plusieurs questions. À suivre les explications et éclairages dans ce 13h. Des retraités en sitting à Dakar, si leurs doléances ne sont pas prises en charge correctement, amélioration des conditions de vie et valorisation des pensions comme indiqué par le chef de l'État hier en Conseil des ministres, le président du Conseil national des aînés du Sénégal qui plaide pour une nouvelle réforme des pensions est l'invité de ce 13h. Biran Faïl s'appelle Entretien avec Élise Emmanuel Senghor. Pendant ce temps, l'État veut faire du trésor public une administration moderne avec des services de qualité. Un manuel du code d'éthique des agents a été présenté aux acteurs et expliqué dans ce 13h par Cheikh Tidiane Diop, directeur général du Trésor public. Vous l'entendrez. Le 13h sur Radio Sénégal, c'est également l'actualité hors de chez nous. Édition mise en onde par El Hadji Medoune Fall. Restez avec nous. Le déjeuner vous sera servi à la fin de cette édition. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Ousmane Bang. Bienvenue, vous êtes bien sur Radio Sénégal et vous avez fait le bon choix. Direction le building administratif où nous retrouvons Omar Sonko. Bonjour. Oui, bonjour Ousmane Bang. Nous sommes donc au Radisson Blu et non au building administratif. Oui, Ali Saleh Diop, le ministre de l'élevage et des productions animales, et son collègue Serigne Mbaye Thiam, en charge de l'eau et de l'assainissement, ont fini leur face-à-face avec la presse. Que peut-on retenir de cette rencontre? Oui, ce qu'on peut retenir de cette rencontre, on commence donc par le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, qui a donc notamment parlé des questions d'inondation, de la prise en charge donc de cette question très importante puisque nous sommes en plein dans l'hivernage, et le ministre a précisé qu'il y a eu 3 dispositions qui ont été prises, notamment donc une première dans la prévention avec l'entretien, notamment le curage et le facordage, mais également des lacs et des bassins et leur désherbage. Tout ça, c'est dans le cadre de la prévention, mais également des dispositions d'intervention en cas d'inondation, puisque selon le ministre, on ne peut pas assurer à 100% qu'il n'y aurait pas d'inondation. Et donc, pour ce point précis, il y a le renforcement des capacités de pompage avec 100 motopompes, électromotopompes, donc destinées aux sapeurs-pompiers et aux aidés civils donc de l'armée, sans compter les 12 motopompes et électromotopompes également pour l'Office national de l'assainissement. Des dispositions également sont prises pour l'assistance aux sinistrés en cas d'inondation, et concernant donc la question de l'eau, notamment les coupures d'eau ou les quartiers qui manquent d'eau. Serigne Mbaye Thiam a assuré que depuis la mise en place du fonctionnement donc de KMS 3, l'usine donc d'eau de Keur Momar Sarr 3, presque tous les quartiers de Dakar disposent de l'eau en quantité et en qualité, mais il a reconnu qu'il y a eu certaines interruptions d'alimentation donc qui sont dus à des travaux de maintenance. Il a également reconnu que certains quartiers de Dakar, notamment Ouakam, Mermoz, Nord Foire entre autres, ne sont pas pris en charge par KMS 3 et qui connaissent donc aujourd'hui des difficultés. Mais tout ça sera une question de souvenir quand on aura mis en place donc l'usine de dessalement des mamelles. Pour la question donc de Keur Massar, on y revient pour les inondations. Il reconnaît que les travaux là aussi ne sont pas encore terminés, mais il revient donc, il retient surtout les efforts de l'État consentis pour sortir beaucoup de quartiers de Keur Massar des eaux. Pour le ministre en charge donc de l'élevage, Ali Saleh Diop, lui est revenu notamment avec la Tabaski qui sera dans moins de 3, qu'on va célébrer donc dans moins de 3 semaines. Il est revenu notamment dans l'approvisionnement l'approvisionnement du pays en moutons, qui est une priorité pour le gouvernement. Le ministre annonce pour les besoins donc du pays en moutons, il s'agit donc pour cette année de 810 000 pour donc satisfaire la demande au niveau national, dont plus de 260 000 pour Dakar.
Le ministre, pour faciliter donc l'approvisionnement du marché en moutons, le ministre assure que le gouvernement donc va exonérer les taxes des importations de moutons. Là aussi, pour faciliter le transport de ces moutons-là, il y a eu des rencontres selon le ministre qui ont permis de fixer des prix et d'homologuer certains prix pour donc le transport de ces moutons-là, mais également le dispositif qui a été mis en place pour donc acheminer les moutons et les vendre avec notamment pour permettre donc une bonne opération de Tabaski avec notamment des 38 points de vente à Dakar, la mise en place aussi d'un dispositif de suivi quotidien de ces opérations de Tabaski avec l'ouverture également de points d'eau dans chaque point de vente, l'installation de l'éclairage, mais également la sécurisation de ces points de vente par la police. Le ministre également a assuré que le gouvernement donc, a octroyé 3000 tonnes d'aliments de bétail qui sont déjà disponibles. C'est payé comptant donc la livraison aux éleveurs donc, qui sont engagés dans cette opération de Tabaski. Et le ministre espère que cet effort de l'État pour la subvention de ces aliments, donc de l'aliment de bétail pourrait donc intervenir donc dans la diminution du prix pour permettre aux Sénégalais donc d'avoir accès à ces moutons-là et pour l'ensemble donc l'ensemble donc des besoins en moutons. Le ministre assure qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle pour les moutons de l'exportation, de l'importation, 85 000 sont déjà disponibles et au niveau national pour donc il assure aujourd'hui que les éleveurs nationaux donc, ont une place importante aujourd'hui dans l'approvisionnement du mouton au niveau local pour donc éviter de dépendre surtout sur l'importation Ousmane. En quelque sorte, voilà ce qu'on peut retenir de la conférence de presse du gouvernement face à la presse. Donc cette rencontre, cette rencontre qui intervient donc qui intervient donc 2 semaines. À chaque fois pour faire face aux journalistes et évoquer les questions de l'actualité. Omar Sonko, merci. Vous l'avez dit, le gouvernement va accompagner les ménages pour l'accessibilité aux moutons. Plus de 3000 tonnes d'aliments de bétail ont été achetés et subventionnés. Le sac sera vendu à 5200 francs dans les différents points de vente ciblés. L'annonce a été faite par le ministre de l'Élevage, Ali Saleh Diop, que nous écoutons au micro d'Omar Sonko. Les tensions notées sur l'approvisionnement en intrants, maïs, son de blé et tourteaux, et sur les prix de l'aliment ont fortement éprouvé le bétail. C'est ainsi que le gouvernement a décidé, conformément aux directives de M. le Président de la République et en rapport avec les provendiers, de mettre à la disposition des éleveurs et opérateurs engagés dans la distribution de moutons de Tabaski 3000 tonnes d'aliments de bétail vendus à un prix subventionné de 5200 francs le sac, contre 12 000 à 14 000 sur le marché, afin de contribuer à une meilleure accessibilité des moutons de Tabaski aux populations. Les livraisons sont prévues à partir de cette semaine dans les points de vente ciblés des régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Louga et Saint-Louis. Je dois préciser que le gouvernement a déjà acheté au comptant ces 3000 tonnes auprès de ces provendiers en charge pour eux de transporter et de mettre à disposition cet élément dans les régions indiquées. Voilà, à l'instant donc, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Ali Saleh Diop, c'était donc ce matin lors du face-à-face gouvernement-presse. D'autres échos de cette rencontre, ce sera dans nos prochaines éditions. Radio Sénégal à Kaolack, 97.9. Je vous le disais dans les titres, des membres de l'Association nationale des retraités civils et militaires section de Kaolack réclament une revalorisation de leur pension de retraite du FNR. Ils menacent d'organiser un sitting à Dakar si leurs doléances ne sont pas prises en compte par les autorités étatiques. Ces membres ont tenu un point de presse ce mercredi à la maison des anciens combattants de Kaolack et Lajkan. Les membres de l'Association nationale des retraités civils et militaires ne demandent ni plus ni moins que la revalorisation de leur pension de retraite. Ils demandent l'intervention du chef de l'État pour faire face aux coûts élevés de la vie. Abdou Karim Daou, vice-président de l'Association des retraités civils et militaires du département de Kaolack. Depuis près de 2 ans, l'Association nationale des retraités civils et militaires, dont l'activité la plus dominante est le combat pour la revalorisation des pensions du FNR, ne cesse de rappeler l'augmentation substantielle des pensions
pension du Fonds national de retraite, qui est un engagement du président lui-même de 2018, d'augmenter de 40% étalé en 4 ans. Nous attendons toujours du Fonds national de retraite, les pensionnaires, exige du président Macky Sall la signature du projet de décret qui accompagne les propositions de revalorisation des pensions allant de 25 à 10%. Le budget afférent à cette revalorisation d'un montant de 8 milliards inscrit dans la loi des finances initiale de 2021 est déjà adopté. Le vice-président de l'association départementale des retraités civils et militaires souligne que les retraités du FNR traversent des moments durs. Il compte organiser un sitting de protestation pour de meilleures conditions de vie. Abdou Karim Daw. Force est de reconnaître que beaucoup de nos doléances avaient été satisfaites au profit de tous les pensionnaires du Fonds national de retraite, sans exclusive, et ce, dans la patience, la retenue, sans marche, ni rassemblement, ni pancarte, ni brassard. Mais aujourd'hui, le point de presse qui nous rassemble est une parfaite illustration de tout le contraire de ce qui précède. Toute endurance ayant des limites, l'Association nationale des retraités civils et militaires se voit obligée de changer de fusil d'épaule, en se manifestant publiquement pour exprimer le ras-le-bol de ses membres d'être négligés, voire oubliés. Les membres de l'Association nationale des retraités civils et militaires section Kaolack ont par ailleurs dénoncé le système de paiement de la Poste où ils passent des journées entières avant de toucher à leur pension de retraite. Kaolack, Radio Sénégal et la Tchikal. La valorisation des pensions de retraite était également au menu du Conseil des ministres d'hier. Le président de la République a réitéré sa volonté de prendre en charge cette revendication des retraités. Tout à l'heure donc, Birane Faye, qui est le président du Conseil national des aînés du Sénégal, sera l'invité de ce 13h. Je vous le disais en titre, le manuel du Code d'éthique et de déontologie des agents du Trésor public a été présenté hier à travers un atelier de vulgarisation et de diffusion. Ce premier code vise à faire du Trésor une administration moderne avec un service public de qualité. Cheikh Tidiane Diop, il est le directeur général du Trésor public, interrogé par Dion Ndiaye Cissé. Ce code trouve son fondement d'abord dans le cadre juridique d'une directive de l'UMOA, je l'ai rappelé tantôt, internalisée par le Sénégal à travers la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques et qui prescrit de doter les acteurs publics, notamment les agents de l'État et des collectivités décentralisées, d'un code d'éthique et de déontologie pour fixer certaines valeurs qui doivent guider leur action au quotidien dans la délivrance du service public. Le fondement également de ce code se retrouve dans notre vision commune que nous avons décliné à travers le plan de développement stratégique de l'administration du Trésor, qui est de faire du Trésor une administration moderne au service du développement, avec un service public de qualité et qui répond aux attentes de nos concitoyens. C'est dans ce cadre que nous avons estimé nécessaire, dans le processus de modernisation de nos procédures et de notre organisation, de nous doter d'un recueil normatif qui n'invente rien de nouveau, mais qui reprend un ensemble de principes éthiques et professionnels pour être un guide à tous les agents de l'administration du Trésor, quel que soit leur lieu d'exercice et en tout moment, pour pouvoir répondre convenablement et de manière efficace et optimale à la délivrance du service public et aux attentes de nos concitoyens. L'appropriation se fera d'abord, je dois le rappeler, elle découle déjà du processus qui nous a permis d'arriver à avoir ce code. Ça a été un processus inclusif, un processus participatif où tous les agents de l'administration du Trésor ont été interpellés sur leur vision de ce que devrait être l'administration du Trésor, de ce que devrait être le service public rénové du Trésor public au regard aujourd'hui des attentes de nos concitoyens qui est devenu aujourd'hui même, je dirais, une exigence citoyenne. Et puis sachez que ce jeudi 23 juin, c'est la réouverture de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Fatick. 4 affaires sont inscrites au rôle, dont un cas de pédophilie et un cas d'assassinat. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Direction le Djolof, les éleveurs de la zone sylvo-pastorale s'adonnent petit à petit aux cultures fourragères. Le Nema ou Malalfalfa sert de nourriture pour le troupeau. Une dame se distingue dans ce domaine. Son nom, Awa Alassane Sow, de par son engagement, la culture fourragère gagne du terrain dans la zone Waligay. La culture des fourrages se développe peu à peu dans le département de Linguère. Awa Alassane Sow est pionnière dans ce domaine. Elle pratique la culture du Nema depuis 2014. Les avantages pour elle sont énormes. L'intérêt, c'est que j'ai toujours de l'herbe humide en hivernage comme en saison sèche. Mes animaux qui le mangent ont du lait qui profite à ma famille. Et mon troupeau se repose bien. Tous ces moutons et bœufs que vous voyez ne vont plus en pâturage. Je les nourris avec du Nema.
Nourrir son troupeau avec du NEMA équivaut pour elle à réduire les dépenses effectuées pour acheter l'aliment bétail et l'herbe. Mes dépenses en aliments de bétail ont beaucoup baissé à cause de mon champ. La facture d'eau du champ est bien plus légère que ce que je paie pour acheter l'aliment bétail et l'herbe. Awa Alassane Sow invite les autorités à davantage appuyer les groupements de femmes, surtout en ce qui concerne l'accès à l'eau et la protection de leurs parcelles. RTS Linguère, Waly Gueye. Waly Gueye, merci. Nous parlons tout à fait autre chose. Fin des travaux de réhabilitation de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. Des travaux qui entrent dans le cadre du programme présidentiel de modernisation des sites religieux. Les clés de l'édifice flambant neuf ont été remises au curé. Désormais, prêtres et fidèles peuvent reprendre les célébrations dans ce lieu de culte. Correspondance de Ziguinchor, Angèle-Marie Claude Lambal. Le curé de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor a reçu des mails de l'ingénieur coordonnateur de projet au bureau de l'architecture de la présidence les clés du lieu de culte. C'est en avril 2021 qu'avaient été lancés les travaux de réhabilitation de la cathédrale âgée de plus de 100 ans. À ce jour, tout est fin prêt pour une bonne reprise des célébrations dans cette cathédrale. Mohamedou Lamine Baï, ingénieur coordonnateur du projet au bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux au niveau de la présidence. L'objectif, c'était déjà de le remettre les doubles des clés, je peux dire, parce que quand même l'entreprise Eiffage a terminé presque le travail à 99%. Ce qui reste aujourd'hui, c'est des dernières retouches de peinture et peut-être le bureau de contrôle qui va passer une dernière fois le samedi prochain pour acter cela. Sonorisation, climatisation, installation électrique, tout a été pris en compte pour permettre aux fidèles de prier avec toutes les commodités. Mohamedou Lamine Baï. Au-delà des réhabilitations qu'on a fait sur l'édifice, point de vue gros œuvre et second œuvre, il y avait aussi toutes les installations électriques qui ont été reprises, y compris les nouvelles installations de climatisation, et on a installé aussi une nouvelle sonorisation. Aujourd'hui, je pense que la cathédrale a toutes les garanties pour que les fidèles puissent y faire leurs offices sans aucun danger. Le curé de la cathédrale, accompagné de l'ingénieur, ont effectué une visite des lieux. Abbé Serge Otis Sambou en ressort satisfait. Je suis très content. Si je dois comparer la situation que nous avons aujourd'hui de la cathédrale, de ce que j'avais connu de la cathédrale au début, je suis satisfait. Le travail qui a été fait aujourd'hui, nous conduira au-delà encore de 100 ans. Après une longue période d'attente, les fidèles pourront désormais prendre part aux célébrations dans la cathédrale réhabilitée. Une messe de bénédiction et d'action de grâce sera dite dans cette cathédrale à l'occasion des ordinations sacerdotales le 2 juillet 2022. Angèle-Marie Claude Lambal, Ziguinchor pour Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. D'abord, en Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, ce collectif qui a mené la contestation en Guinée contre l'ancien président Alpha Condé, a annoncé hier suspendre son appel à une manifestation prévue ce jeudi. Le FNDC a expliqué dans une déclaration vouloir donner une chance au dialogue proposé par le chef du gouvernement transitoire, Mohamed Beavogui. Le vice-président et candidat à la présidentielle kenyane, William Ruto, a déclaré qu'il expulserait les ressortissants chinois occupant des emplois qui pourraient l'être par des Kenyans s'il est élu en août. Les élections présidentielles, législatives et locales du 9 août se tiennent alors que la plus grande économie d'Afrique de l'Est fait face à des difficultés économiques causées par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. L'ambassade de Chine à Nairobi n'a pas souhaité réagir à ces propos. Âgé de 55 ans, William Ruto brigue la succession du président Uhuru Kenyatta qui ne peut se présenter à un troisième mandat. Enfin, Boris Johnson sera à Kigali à partir de ce jeudi 23 juin. Le Premier ministre britannique se rend au Rwanda pour le sommet des chefs de gouvernement des pays du Commonwealth. Le sommet des 54 chefs d'État et de gouvernement doit débuter demain dans la capitale rwandaise. Tout de suite, la page des sports. Radio Sénégal, les sports.
Et Tandakha Ndiaye nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour Ousmane Beng, bonjour à tous. En ouverture, vous nous parlez de football féminin. Oui, le football féminin, puisque les Lions du Sénégal viennent de recevoir tout de suite le drapeau du Sénégal des mains du ministre des Sports, et ceci au nom du président de la République. Il faut dire que ces Lions sont en train de se préparer activement en direction de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Ce sera du 2 au 23 juillet prochain. Les Lions du Sénégal, drapeau en main, ont pris dès lors la direction de Thiès, où à 17h, elles vont recevoir en amical l'équipe de la Guinée-Bissau, et c'est toujours dans le cadre des matchs amicaux de préparation. Mais rappelons justement que ces Lions du Sénégal, coachés par Mamoussa Cissé, ont obtenu une défaite, c'était à l'occasion des matchs amicaux au Cameroun face à des Lions indomptables. Mais auparavant, ils avaient fait match nul au premier match, un but partout. C'était au stade de la réunification. Du football au masculin, c'est un week-end de finale de Coupe du Sénégal qui attend les furus du ballon rond. Au théâtre des opérations, le stade Lat Dior de Thiès, là-bas, avec les cadets qui vont ouvrir les hostilités pour la finale de la Coupe du Sénégal. À 16h, ce sera entre Génération Foot et la formation de Oslo. Et toujours ce samedi 25 juin, du côté des juniors, la finale va opposer l'équipe de Djambar à celle de Génération Foot, pour dire une affaire d'académie. Et puis la grande finale, donc, qui va boucler la boucle, ce sera le dimanche 26 juin, et toujours au stade de la Dior de Thiès, avec le Casa Sport et l'équipe de l'Étoile Lusitana, l'équipe néophyte de cette Coupe du Sénégal. Et à 18h dimanche, à rappeler que pour cette finale, 250 éléments des forces de l'ordre seront déployés. En plus, 10 seront en civil. Et puis, il y aura 25 stadiers pour assurer la sécurité aux abords immédiats des tribunes. Il faut également dire que le montant de cette finale alloué aux équipes, 30 millions de francs CFA répartis comme suit. 20 millions pour le vainqueur et 10 millions pour le vaincu. Nous changeons de discipline de balle et de terrain pour parler de basket. Oui, le basketball, pour ne pas dire la balle au panier. L'équipe nationale masculine du Sénégal s'est entraînée hier. C'était à Dakar Arena. Les Lions du Sénégal qui doivent participer à la 3e fenêtre qualificative à la Coupe du Monde de la discipline. Et donc, il faut dire que le groupe n'est toujours pas au complet, puisque 11 joueurs sur les 18 convoqués étaient présents. Boniface Ndong, c'est le sélectionneur national, joint par téléphone par Tierno Souleymane Diallo. On a eu 11 joueurs à l'entraînement. On attend encore Mohamed Al-Gandiaï qui va arriver après-demain, quitte le Canada demain pour arriver donc s'entraîner le 24. Donc il y a Ibrahima Faye et puis Youssouf Afal qui sont toujours en championnat, d'ailleurs qui sont en train de jouer en ce moment. Voilà, donc eux, si Monaco gagne aujourd'hui, nous rejoindraient. Et puis sinon, on est en train d'étudier en fait l'option qu'ils partent directement donc de la France pour nous rejoindre en Égypte. Voilà donc un peu les cas de manquement qu'on a actuellement. Donc maintenant il y a des joueurs qui ne vont plus venir à cause des Summer League, le cas de Branco Baggio, le cas de Mbaye Ndiaye, le cas de par exemple Andrew Pierra, qui a désisté depuis longtemps à cause il veut participer à la Summer League, et Clevin Khana qui a un voyage familial donc qui tombe exactement donc pendant les fenêtres, donc qui fait qu'il n'a pas pu venir. Voilà un peu donc la situation de l'équipe. Donc on a un groupe de 14 donc susceptibles d'aller en Égypte. On choisira 12 parmi eux. Voilà, 12 qui vont représenter le Sénégal à cette fenêtre des éliminatoires qui vont se dérouler là-bas du côté de Alexandrie. Ce sera du 1er au 3 juillet prochain. Et je rappelle que dans la poule D où le Sénégal évolue, nous aurons la République démocratique du Congo, le Kenya. Et bien sûr, le pays organisateur, ce sera à Alexandrie. Et après le point de la situation de son groupe, Boniface Ndong, qui en tout cas a parlé à évoluant la première séance d'entraînement. Une première séance d'entraînement qui était axée sur des réglages avec des révisions
précision des phases de dépenses et d'attaque. Boniface, donc, que nous écoutons toujours au micro de Thierno Souleymane Diallo. La séance s'est bien passée, donc c'était plutôt une séance de mise en jambe. Donc je voulais un peu savoir l'état de forme des joueurs et puis se rappeler. Donc c'était un entraînement plus mental que physique. Voilà, on a un peu essayé de réviser tous les systèmes, donc tous les plans de jeu, tous les plans défensifs, les bases. Et puis on va commencer à compétir un peu et rentrer dans les situations spéciales. Voilà. Et c'est ce regroupement qui va se poursuivre avec Ousmane Beng, le leader technique des Lions du Sénégal. Il s'agit bien sûr de Gorgui Sidian. Tout à fait. Tandakha, parlons d'athlétisme avec le meeting international de la ville de Dakar qui reprend ses droits samedi prochain. Oui, c'est tout à fait le comeback de ce meeting international de Dakar. Après 7 années sabbatiques, les athlètes sénégalais vont donc se mesurer aux sommités qui viendront du monde et particulièrement de la France et des États-Unis, mais aussi les athlètes du continent africain. Il faut dire que 12 épreuves olympiques sont au programme et qui vont rythmer ce meeting international de Dakar. Également dire que nos internationaux qui préparent ces échéances, la Fédération sénégalaise d'athlétisme a pris les dispositions et des bus seront mis à la disposition du public puisqu'il y aura 2000 invités. Les points de ramassage de le stade Iba Mar Diop et le stade Léopold Sédar Senghor. Et c'est tout pour le sport. Ousmane Beng, bon appétit à vous. Merci Tandakha Ndiaye. D'autres informations sportives, c'est dans nos prochaines éditions. Tout de suite, l'invité de cette 13h. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Il s'appelle Biram Faye, il est le président du Conseil national des aînés du Sénégal. Dans cet entretien qu'il a accordé à Élise Emmanuel Senghor, il revient sur la revalorisation des pensions de retraite et les conditions d'existence des retraités. Suivant l'entretien. Mme Biram Faye, bonjour. Bonjour, madame. Les personnes à la retraite réclament une nouvelle fois la revalorisation de leurs pensions. Véritablement, quels sont les problèmes auxquels font face justement les personnes à la retraite au Sénégal? Oui, je vous remercie, madame. À juste titre que les personnes à la retraite réclament cette revalorisation, notamment les retraités du FNR qui n'ont jamais bénéficié des 10% qui ont été servis 4, 5 ou 6 fois aux retraités de l'IPRES. Cela est dû à la configuration des textes qui régissent les actifs, c'est-à-dire ceux qui travaillent encore et les retraités qui ne sont plus en activité. Alors, c'est un problème déjà. L'autre problème qui est là, patent, on a vu l'élément à Saint-Louis, des retraités du FNR qui regrettent le fait de n'avoir pas touché les tensions au niveau des postes de finance qui a des tensions de trésorerie et qu'il faut absolument régler en démodulant leur pension ailleurs. Et ça, c'est le ministre des Finances qui doit prendre des mesures fortes pour que cela se fasse dans les délais meilleurs. Nous approchons la Tabaski. C'est le moment d'éviter plutôt cette situation explosive. En Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé au ministre en charge du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions de vulgariser les efforts consentis par l'État en ce sens. Un énième rappel du chef de l'État donc. Pourquoi alors le blocage persiste à votre avis? Oui, en fait, c'est vrai. Le dialogue social, c'est pour arranger quand il y a des problèmes. Le ministre du Travail ne peut prendre aucune décision sans la présence du ministère des Finances. Or, ce qu'on avait demandé, la refonte des textes et de l'IPRES et du FNR, c'est fondamental. Aujourd'hui, si même le président a la volonté de bien faire, on ne peut pas sentir derrière lui des éléments qui prennent le relais et exécutent justement. Vous êtes le président du Conseil national des aînés du Sénégal. Mais quel est le rôle de ce conseil-là? Oui, le rôle du conseil, c'est de participer à l'élaboration, à l'évaluation et au suivi des politiques publiques. C'est comme ça que je peux le ramasser, ce rôle-là. Parce que ce conseil-là, depuis qu'il est né il y a 3 ans, après un processus qui a duré 6 ans, n'a pas tous les moyens de sa politique. Et c'est ce qui fait qu'on a des décisions fortes
pour que ce conseil-là soit encore beaucoup plus opérationnel. Oui, vous avez cité les textes, vous avez cité un problème d'intermédiaire entre vous et le président de la République. Pour ce cas précisément, que peut faire le conseil? Qu'il nous reçoive, qu'on échange. Donc, nous recevoir, c'est honorer les anciens et ensuite recueillir ce que nous pouvons apporter à la nation sur le plan de la stabilité, sur le plan de la préservation des valeurs. Et vous savez, ce qui se passe actuellement nous inquiète. Mame Biram Faye, merci. Je vous remercie, Madame Senghor. Merci à tous nos auditeurs. Merci également à toutes les équipes de ce 13h. Mise en onde, Elhaji Medoun Fall, Ibrahima Fall, Matar Sarr, Digital, Marie-Claire Sen, Centre de distribution Seydina Sow, André-Noël Tchandoum et Khalifa Lo à la réalisation. Coordination Ibrahima Sadi, Demba Malik Mbouch, journal présenté par Ousmane Beng. La radio qui parle de toutes les langues, la radio de tout le Sénégal de tous et pour tous. Dans un instant, on communique. Monsieur le ministre des Sports, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur de cabinet, mesdames, messieurs les directeurs nationaux, mesdames, messieurs les chefs de services régionaux, départementaux et l'ensemble du personnel du ministère des Sports ont le regret et la profonde douleur de vous faire part du décès survenu le mardi 21 juin 2022 à Fatick de monsieur Abou Faye, père de madame Émilie Faye, secrétaire au cabinet du ministre. L'enterrement a eu lieu le même jour au cimetière musulman de Fatick. Les condoléances seront reçues au domicile du défunt à Fatick. Le ministre et l'ensemble du personnel présentent à la famille éplorée leurs condoléances les plus attristées. Merci. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Radio Sénégal, la radio qui parle toutes les langues.